Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Et aujourd'hui, on commence par Patrick qui va nous parler de Bitcoin. Mais Patrick, que se passe-t-il? Eh bien oui, il faut bien commencer finalement ces chroniques de l'année 2025 d'une façon ou d'une autre. Et donc on aurait pu faire des choses vraiment réfléchies. Là, on va aller sur des chemins de traverse. Voilà, on fait ça très rarement, clin d'œil, mais évidemment, on va voir ce qu'il en est ce matin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ce matin, parler de Bitcoin à des entrepreneurs? Eh bien, c'est parler de Bitcoin par rapport à l'entreprise. Hein, vous pouvez acheter des crypto-monnaies à titre personnel. Beaucoup de personnes ont déjà commencé à investir en crypto, parfois depuis très longtemps. Mais là, on parle de l'entreprise et de Bitcoin. Et là, c'est un petit peu surprenant. Alors, de quoi va-t-on parler dans cette chronique? Eh bien, on va parler bien sûr de trésorerie excédentaire, hein, et donc on va se dire, mais qui est concerné par cette histoire de trésorerie excédentaire? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a de la trésorerie? Quelles sont les solutions classiques et puis moins classiques pour utiliser sa trésorerie? Et enfin, on regardera cette bizarre question qui émerge fortement dans les échanges entre entrepreneurs. Faut-il placer une partie de sa trésorerie en Bitcoin? Alors, pour commencer, je vous emmène voir nos amis de la Banque de France. Vous savez que c'est une institution pour laquelle j'ai beaucoup de respect et elle produit beaucoup de choses intéressantes sur l'état des entreprises. Le trafic que vous voyez ici, on va s'arrêter sur la ligne verte et se concentrer sur celle-là. C'est la trésorerie disponible chez les PME en nombre de jours de chiffre d'affaires. D'accord? Vous voyez qu'en 2012, on est en dessous de 30 jours de chiffre d'affaires en moyenne en trésorerie. Et puis en 2021, on atteint plus de 60 jours et on redescend légèrement, mais on est entre 50 et 60 jours en moyenne aujourd'hui. Et vous avez là-dessous la définition utilisée par la Banque de France qui essaye de faire un travail un peu rigoureux d'un point de vue méthodologique. Donc, on peut voir que globalement, la plupart des entreprises n'ont pas de trésorerie excédentaire. Quand vous avez moins de 2 mois de chiffre d'affaires en excédent de trésorerie, eh ben, en fonction de votre cycle d'exploitation, vous aurez probablement besoin de cette trésorerie quelque part dans l'année. Si vous avez finalement des mois plus faibles de chiffre d'affaires, il faudra utiliser cette trésorerie pour simplement passer les points bas de l'année. Mais eh bien, il se peut que vous ne soyez pas dans cette situation, mais dans l'heureuse situation d'avoir beaucoup plus de trésorerie que ça. Peut-être 1 an, peut-être 2 ans de chiffre d'affaires d'avance. Alors pourquoi est-ce qu'un entrepreneur aurait de la trésorerie excédentaire? Ah, d'abord, la première raison, c'est que vous avez peut-être fait une très bonne année et vous avez eu un cash flow abondant. Et ce cash flow, bah, il est dans votre compte bancaire. Et quand vous regardez le solde bancaire, vous voyez qu'il y a beaucoup d'argent. Peut-être que vous avez vendu des actifs. Et donc, cette année-là, l'entreprise ayant vendu des actifs, une filiale ou un bâtiment ou des machines, elle se retrouve avec un excédent de trésorerie qui n'est pas lié à l'exploitation. Mais ça peut représenter parfois beaucoup d'argent. Peut-être que vous avez été bien conseillé par votre conseiller de confiance, hein, qui vous a aidé à faire un modèle avec un BFR négatif dans lequel plus vous faites de croissance et plus vous générez de trésorerie. Après tout, certains de nos clients, connaissent, ce genre, d'état, très agréable. Et puis peut-être que vous n'avez pas tout réemployé, hein, dans le même exercice-là, vous avez peut-être pas, utilisé toute la trésorerie disponible pour faire des choses et donc bah, vous avez même sécurisé votre besoin en fonds de roulement pour l'année suivante, hein, si vous en avez encore un et il reste encore de la trésorerie. C'est ça dont on parle. C'est cette trésorerie excédentaire, ça arrive à assez peu d'entrepreneurs, c'est un problème de riches, mais c'est néanmoins une question: «Qu'est-ce que je fais avec ma trésorerie excédentaire?» Alors une solution classique, c'est que votre banque va venir vous proposer des produits de placement, peut-être contrat terme, ça peut être d'autres types de solutions et en gros, ça consiste à vous faire placer
liquidités, vos excédents de liquidité, sur les marchés. Alors des marchés de taux, c'est-à-dire en gros le marché obligataire, ou bien des paniers d'actions que la banque va vous présenter comme sûrs. Mais en gros, en plaçant votre argent sur un compte à terme, vous avez finalement l'impression de signer juste un petit papier anodin, mais vous avez envoyé votre argent euh, en obligation d'État ou en obligation d'entreprise ou en produits dérivés un peu complexes. Et vous avez votre banquier qui vous dit, mais vous inquiétez pas, dans 3 mois, 6 mois, un an, ou à tout moment si vous le souhaitez, vous pouvez récupérer votre trésorerie. Et sur le fond, vous ne vous rendez souvent pas compte que la banque n'est juste un intermédiaire et qu'elle vous garantit rien en réalité. Elle vous garantit qu'elle a fait le placement que vous lui avez demandé. Et si jamais ça tourne mal pour une raison X ou Y, ben, elle vous dira, ben oui, vous avez perdu de l'argent sur votre compte à terme, et là vous tomberez de l'armoire en vous disant, mais attendez, je pensais que c'était très sûr. Ah oui, 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 en théorie, c'est pas un problème. En théorie, on peut récupérer, bien sûr, son argent. Mais là, vous voyez, c'est une situation exceptionnelle. La situation exceptionnelle, vous pensez, par exemple, à octobre-novembre 2008. En octobre-novembre 2008, il y a la plus grave crise financière depuis 1929. Il y a des banques qui font faillite. Les banques ont tellement peur qu'elles ne se prêtent plus entre elles. Je peux vous dire que votre trésorerie, en fait, en réalité, c'est juste un chiffre sur un écran. Elle n'est pas vraiment disponible parce que la banque ne sait pas si elle peut vous rendre cet argent. Donc, c'était pas il y a très longtemps et ça pourrait se reproduire, produit 2 fois au XXe siècle au moins, plus des petites crises par-ci par-là. Ça pourrait se reproduire au XXIe siècle sans trop de. Pardon. C'est déjà au 20. Oui, oui, ça pourrait se reproduire au XXIe siècle, pardon, une deuxième fois. Donc, ces solutions sont faciles à souscrire, mais elles emmènent un risque de marché et de contrepartie, c'est est-ce que ma banque sera toujours là pour me renvoyer l'argent, qui est difficile à évaluer. Alors, les solutions moins classiques pour passer sa trésorerie, bien sûr, beaucoup d'entrepreneurs vont injecter leur trésorerie excédentaire dans leurs entreprises pour booster la croissance, hein. Et donc, classique, je vais faire quelques recrutements, je vais faire quelques investissements, et donc, c'est dans sa propre entreprise qu'on investit son excédent de trésorerie. Certains, mieux conseillés peut-être, vont utiliser ces ressources pour faire des mafia offers. Vous savez, des offres que vos clients ne peuvent pas refuser et qui vont rendre vos concurrents complètement dingues, et notamment en suivant les conseils d'Eli Goldratt. Et vous avez sur la chaîne une chronique sur les mafia offers. Enfin, certains d'entre vous vont même se distribuer un dividende en retirant l'argent de l'entreprise pour transférer cet argent dans leur patrimoine personnel. Donc ça, c'est moins classique, on le voit moins souvent, mais c'est tout à fait possible d'utiliser sa trésorerie excédentaire pour booster sa croissance, pour lancer de nouvelles offres dans le marché et éventuellement pour rémunérer les actionnaires. Mais toutes ces solutions reposent sur ce qu'on appelle des monnaies fiat. Alors, c'est quoi une monnaie fiat? C'est une monnaie fiduciaire, hein, qui a cours légal. Euh, C'est quoi la monnaie? Ben, c'est quelque chose, un outil dont quelqu'un vous a dit qu'il avait cours légal et parfois obligatoire. Donc les exemples de monnaie fiat, vous les connaissez, c'est l'euro, c'est le dollar, c'est le yen, c'est la livre sterling, etc., etc. Et ces monnaies sont contrôlées par des banques centrales, la BCE, la Banque centrale européenne, la Fed, Federal Reserve, la Banque centrale américaine, la Bank of Japan, la Banque centrale du Japon, ou la Bank of England pour la livre sterling, c'est-à-dire la Banque centrale du Royaume-Uni. Et donc, utiliser des monnaies fiat vous expose au risque de dévaluation lié à l'impression monétaire. On en a déjà parlé dans ces chroniques. Depuis 2008 et puis à nouveau avec la crise Covid, on a imprimé beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, probablement beaucoup plus qu'il aurait été raisonnable d'en imprimer. Et la caractéristique d'une économie dans laquelle on imprime beaucoup trop de monnaie, c'est un gonflement des bulles liées aux actifs et du coup une dévaluation de la valeur de ce qu'on peut acheter avec une monnaie. On estime aujourd'hui que le dollar a perdu 90% de sa valeur depuis 1929. C'est-à-dire ce qu'on pouvait acheter avec un dollar en 1929, on peut acheter que 10%. D'accord? Eh bien, on est en train de vivre
sur d'autres types de monnaies comme l'euro, la même chose. Ouais, vous avez l'impression que vous n'avez plus d'argent, ou les gens ont l'impression qu'ils n'ont plus d'argent à titre personnel, c'est parce que tout a augmenté, parce que la monnaie elle-même est devenue trop abondante. En tout cas, c'est ce que disent les économistes monétaristes. Et puis ça vous expose, ces monnaies fiat, aux risques juridiques et aux limites qui sont liés au cadre juridique. Une monnaie, c'est un contrat entre vous, euh, votre État, et la banque centrale à laquelle il est affilié. Donc en France aujourd'hui, la Banque de France dont j'ai parlé tout à l'heure existe toujours, mais elle existe en tant que membre de la Banque centrale européenne. Les décisions se prennent à Francfort et c'est l'ensemble des membres de la Banque centrale européenne qui détermine la politique monétaire de l'euro et qui détermine aussi si vous avez le droit ou pas d'utiliser vos euros pour tel ou tel type d'opération. Et donc certains économistes expliquent, et là je raccourcis vraiment le propos, pardon pour les économistes, les monétaristes qui vont me haïr, mais je réduis le propos et donc il a peu de finesse. Certains économistes expliquent que les monnaies perdent inexorablement de leur valeur jusqu'à leur disparition. Hein, donc, pour un pays comme la France, on a eu deux fois ça de mémoire d'être vivant encore, hein, des générations qui vivent encore. On est passé de l'ancien franc au nouveau franc, hein, et puis on est passé du franc à l'euro. Et donc, de parler à vos anciens et vous verrez qu'ils se souviennent très très bien que, en fait, c'est le troisième type de billet qu'ils ont dans leur poche, de billets de pièces. C'est la troisième fois. Donc la monnaie française a disparu deux fois. Alors on va vous dire, oui, elle n'a pas vraiment disparu, elle s'est transformée, etc. Enfin, n'empêche que si vous retrouvez dans le matelas de votre arrière-grand-mère une enveloppe avec des anciens francs, vous ne pouvez plus rien en faire, ils n'ont plus cours légal. Qu'est-ce que ça veut dire pour un entrepreneur? Eh bien, c'est ce qu'est venu nous expliquer Philippe Erlin. Alors, Philippe Erlin, c'est un économiste et c'est lui qui a écrit ce livre, Bitcoin, comprendre et investir, dont la deuxième édition vient de sortir il y a quelques jours. Et nous avons eu la chance de l'avoir comme invité lors du séminaire de rentrée Melsion la semaine dernière. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'écouter, ou, c'est très médiatique, ou de lire le livre de Philippe Erlin? C'est comprendre tout ce que j'ai expliqué sur ces monnaies fiat qui perdent de la valeur et sur le fait qu'il existe une alternative récente, hein, qui date d'il y a une quinzaine d'années, et qui est une monnaie dont le nombre de jetons, le nombre finalement de pièces est limité à 21 millions et il n'y en aura jamais plus. Et donc, on voit que c'est intéressant quand on a une monnaie qui ne peut pas être inflationniste, qui ne peut pas avoir finalement autant de pièces et de billets ou de zéros dans les ordinateurs qu'on voudrait, eh bien, elle prend inexorablement de la valeur. Ça serait la thèse inverse, c'est-à-dire que nos euros, nos yens, nos dollars ne font que perdre en valeur et le Bitcoin ne ferait que gagner en valeur au fil du temps, puisque il y a de plus en plus de gens qui en veulent et il y en aura toujours 21 millions. C'est la thèse défendue par Philippe, mais ce que Philippe nous a dit et qui est très intéressant, c'est que de plus en plus d'entreprises commencent à faire une partie des placements de trésorerie en Bitcoin. Et ça, c'est très nouveau. Donc, on est content de vous en parler dans ces chroniques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de placer sa trésorerie en Bitcoin et est-ce que c'est légal, raisonnable ou au contraire complètement fou? Chacun se fera son idée. Mais pour vous le dire et attirer votre attention, c'est quelque chose qui est suivi de plus en plus par un grand nombre d'entreprises dans le monde entier, hein. Alors, on le sait notamment parce que les entreprises cotées doivent révéler dans des documents auprès de leur autorité de référence pour le marché boursier en quoi est-ce qu'elles détiennent leur trésorerie. D'accord? Et donc, il y a de plus en plus de sociétés qui révèlent qu'elles ont acheté pour 1 million, 100 millions, 1 milliard de Bitcoin. Il s'agit en fait évidemment de se protéger contre la chute des monnaies fiat. Il y a un petit côté très moderne aussi, et certainement un petit espoir de voir le Bitcoin passer d'environ 100 000 dollars aujourd'hui à peut-être 200, 500 ou 1 million de dollars, comme le disent certaines personnes qui observent ces marchés. Et bien sûr, on n'en sait rien du tout. Ça pourra peut-être passer à zéro d'ici un an, mais, ou d'ici demain, mais beaucoup de gens prennent le pari inverse.
C'est un actif très volatile, hein, il peut faire plus 20% et moins 30% en quelques jours. Donc, on est à l'inverse de ce que serait un placement de trésorerie classique. Et si vous dites à votre banquier que vous allez acheter des bitcoins, il va vous déconseiller de le faire en vous disant, mais c'est pas raisonnable. Imaginez si vous perdiez 50% de la valeur ou 20% de la valeur, ça serait terrible pour vous. Il oublie de vous dire que sur les paniers actions ou sur les paniers obligataires qu'il vous a mis dans le compte à terme ou dans la SICAV monétaire, il pourrait se passer exactement la même chose. Et donc, la recommandation, c'est de n'investir que ces disponibilités à long terme. Évidemment, pas la trésorerie dont vous auriez besoin dans 4 mois, parce que dans 4 mois, personne ne sait dire quel est le cours du Bitcoin. Alors, à 5 ans, non plus, mais l'idée sous-jacente, c'est que de plus en plus de gens s'intéressant à cet actif à long terme, et si on regarde les courbes de croissance sur les 5 dernières années, Bitcoin, effectivement, n'a fait que monter. Et puis, fait intéressant, même des États aujourd'hui, alors des gros et des tout petits, commencent à créer des réserves stratégiques. C'est quoi une réserve stratégique? C'est un petit peu comme quand ils achètent de l'or. Ils disent, bah voilà, moi, ma monnaie, elle a une forme de valeur aussi, parce que dans mes coffres, il y a tant de tonnes d'or ou de milliers de tonnes d'or. Eh bien, dans la même idée, euh, bah, ma monnaie a de la valeur intrinsèque parce que j'ai acheté 100 000 bitcoins ou 1 million de bitcoins. Alors, en conclusion, sur ce sujet nouveau pour beaucoup d'entre vous et peut-être polémique, et c'est une chronique qui va peut-être mal vieillir, j'en ai bien conscience, la politique monétaire est un risque pour votre trésorerie. Alors, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas toujours conscience de ça et on n'a pas toujours les moyens d'essayer de se protéger contre la politique monétaire de sa banque centrale. C'est vrai pour les très grandes entreprises, c'est aussi vrai pour les entrepreneurs, mais intéressant d'y réfléchir de temps en temps. Il faut investir, bien sûr, dans son entreprise pour financer sa croissance future. C'est finalement le placement que vous connaissez le mieux, votre entreprise. Ne vous oubliez pas en tant qu'actionnaire, c'est un conseil classique, hein, vous êtes le propriétaire et le dirigeant de votre entreprise. Ça veut dire aussi qu'en tant que propriétaire, il ne faut pas complètement vous oublier. Ça ne veut pas dire qu'il faut distribuer 150% du profit annuel à l'actionnaire comme le font certaines boîtes cotées. Ça veut juste dire que vous pouvez aussi de temps en temps prendre un dividende si vous jugez que c'est possible. Et enfin, bah, notre recommandation, si vous avez de la trésorerie excédentaire à long terme, moi je dis à mes clients, envisagez, réfléchissez-y, se poser la question, c'est déjà se mettre dans une forme de contexte où on sort intellectuellement du 100% monnaie fiat qui me paraît, à titre personnel, assez dangereux. Merci beaucoup, Patrick. Mais surtout, dans quelques jours, vous pourrez aller voir la chronique, enfin, pardon, la présentation de Philippe Erlin lors du séminaire Melchior, et là vous aurez bien entendu, ou grâce à son livre, des manières d'approfondir cette question bien plus que cette espèce de survol général que j'ai fait aujourd'hui. On aura la version originale. Exactement. Bon, bah c'est super. Patrick, tu nous parles donc de ce découpler des monnaies fiat. Il y a aussi un autre découplage qui est le placement dans l'or. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors c'est vrai, il y a aujourd'hui des sociétés qui placent une partie de leur trésorerie à long terme hors du système bancaire. Et donc, on peut, en tant qu'entreprise, on en a le droit d'acheter de l'or et de le stocker. Et donc, il existe des gens qui font ça très bien pour les entreprises et qui font le reporting comptable pour permettre à votre expert comptable d'intégrer vos réserves d'or dans votre calcul. Là, comme pour le Bitcoin, hein, si l'or monte, vous aurez euh, un profit financier. Si l'or baisse, vous aurez une perte financière qui viendra s'imputer dans votre compte de résultat et modifier votre résultat de fin d'année, hein. Il y a des règles de comptabilité qui s'appliquent à tous les actifs que vous pouvez avoir dans vos placements. De la même manière que si vous achetez des actions Amazon au sein de votre entreprise, si à la fin de l'année l'action Amazon a monté, vous ferez un profit financier. Si elle a baissé par rapport à votre prix d'achat, vous ferez une perte financière. Donc tout ça est effectivement une possibilité de ne pas juste dire à votre banquier, les yeux fermés, oui, bien sûr,
proposez-moi une solution qui est une solution de placement qui va directement encore en monnaie fiat. Hein, dit différemment, le taux d'emprunt de l'État français a passé les 3,5%. Au moment où il atteint 4%, on ne sait pas très bien comment on va faire face à notre dette en France en 2025. Est-ce que c'est raisonnable de mettre un peu d'argent hors du système bancaire? Beaucoup de gens le pensent. Moi, j'en suis convaincu, puisqu'en fait, on connaît la fragilité du système et on a déjà vu dans le passé les, la vitesse à laquelle ça pouvait se retourner. On a vécu la crise des années 90, du début des années 90, qui a vu s'effondrer une banque comme le Crédit Lyonnais. Alors aujourd'hui, si la même chose de même taille apparaissait, juste pour vous donner une idée, le rapport entre Lehman Brothers et Société Générale, qui était à deux doigts d'exploser au même moment, je crois que c'était d'1 à 10. C'est-à-dire que Lehman Brothers était une banque qui était 10 fois plus petite que Société Générale quand elle s'est écroulée. Et vous avez vu les effets que ça a eu sur l'ensemble de la finance internationale. Donc, si un équivalent du Crédit Lyonnais aujourd'hui, donc que serait probablement la Société Générale ou la BNP, venait à faire faillite, les effets de bord sont bien supérieurs à ce qu'on a pu voir dans les années 90. Et c'est d'ailleurs pour ça que les grandes banques, on les appelle too big to fail. On a des sujets en ce moment autour de la Commerzbank en Allemagne depuis plusieurs mois, et on a eu un sujet Nul. Crédit Suisse l'année dernière. Crédit Suisse, qui était une des plus belles banques européennes, une des deux grandes banques suisses, a été totalement absorbée par UBS. Et donc c'est ça qui se produit en général. Après, la crise systémique, c'est-à-dire quand on ne peut plus sauver une banque en l'adossant à une autre, et que ça devient un plus un plus un, ou que c'est un État qui annonce qu'il ne peut plus faire face au remboursement de sa dette, eh bien là, on est dans un territoire qu'on a connu effectivement, par exemple, vers la fin des années 90. Euh, un grand pays comme la Russie a fait défaut sur sa dette, mais c'est arrivé fréquemment au Brésil, 6 ou 7 fois, je crois, enfin, un truc de fou, ou à l'Argentine, et c'est arrivé 2 fois aux États-Unis, mais ils ont réussi à rattraper le défaut avant qu'il devienne officiel. Ah, Mais il y a ils avaient toujours. surtout les moyens géopolitiques de l'imposer au reste de la planète. Ce qui est probablement moins le cas, ne serait-ce que parce qu'ils ont montré en Ukraine qu'ils n'étaient pas capables d'imposer leur point de vue à la terre entière. Puisqu'il y a à peu près, il n'y a que les pays de l'OTAN et on va dire quelques pays d'Asie en incluant l'Australie, le Japon, la Corée et ça fait déjà et la Nouvelle-Zélande qui les suivent dans leur analyse du conflit. Donc du coup, ça montre que ce sera plus difficile. On peut imaginer qu'ils réussiront à le faire une dernière fois, mais le coût va être différent, je pense. En tout cas, pour un entrepreneur, à C'est notre possible. niveau, tout ça nous dépasse, Non, mais non, mais on vit dans cet écosystème, il faut en avoir conscience. pour un entrepreneur, la question c'est comment je fais pour me prémunir si jamais le futur allait dans cette direction? Et donc tu proposes deux solutions à ce stade, l'or et le Bitcoin. En fait, il y a une troisième solution, c'est sa propre entreprise, euh, puisque c'est où est-ce qu'on met la trésorerie en fait. Ben, dans les investissements, c'est normalement on fait partie de ce qu'on doit faire avec la trésorerie. Et les grands groupes qui ont une trésorerie pléthorique et qui font des réductions de capital ou des renvois aux actionnaires, ce sont des groupes qui, dans les faits, expliquent à leurs actionnaires qu'ils n'ont pas d'idée. Ou pas à la hauteur des cash flows effectivement qu'ils génèrent quand ils sont très abondants.